Bonjour tout le monde et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission qui défend les intérêts des personnes âgées. Au sommaire cette semaine, question essentielle de combien avez-vous besoin d'argent à la retraite? La FADOC, le plus grand rassemblement d'aînés au Canada, quand les médecins montent au front pour leur rémunération, ça barbe. Cette semaine, je suis en compagnie de Dominique Delbas qui est en ligne. Bonjour Dominique, vous savez, l'argent, on n'en a pas assez. Mais pour vivre décemment, combien a-t-on besoin lorsqu'on est à la retraite? Quels sont vos calculs? Eh bien oui, c'est la question que tous les gens moyens de notre tranche se posent. Combien d'argent allons-nous avoir besoin à la retraite? Alors, les journaux récemment nous ont sorti des chiffres qui nous semblaient faramineux. De fait, selon un sondage réalisé par la BMO en début d'année, les Canadiens croient qu'il faut épargner 1 500 000 pour bien vivre à la retraite, avoir une retraite confortable. Alors, il n'y a pas beaucoup de retraités qui sont seuls ou en couple et qui ont ça dans leur portefeuille. Cette estimation s'est faite en répondant à un questionnaire sans prendre le temps de sortir la calculatrice ou de regarder les statistiques sur les dépenses réelles des ménages. Alors, combien vous faut-il de sous pour bien vivre par année à la retraite? Il y a des tas de réponses qui dépendent toutes de votre situation. Les dépenses sont bien différentes de 65 à 95 ans et ça, c'est quand même une période de 30 ans. Alors, de 65 à 75 ans, vous serez encore en santé, vous pourrez vivre comme lorsque vous étiez pratiquement en activité. Vous resterez sûrement dans les mêmes lieux où vous viviez avant, en appartement ou dans une maison. Vous savez sûrement quel est le coût de la vie au moment où vous prendrez votre retraite. Vous vivez avec votre compagne actuelle ou votre copain, vous avez envie de voyager pendant que vous en êtes encore capable. Vos dépenses resteront relativement stables, mais vos revenus diminueront d'un quart ou d'un tiers. C'est ce tiers ou ce quart que vous devrez compenser en puisant dans vos épargnes. De 75 à 85 ans, les choses changent. La santé devient plus fragile, on a parfois perdu un conjoint et les revenus également ont diminué. Le logement devient trop grand et vous serez à la recherche d'un endroit sûr et confortable, près de toutes les commodités. Un endroit où vous vous sentirez bien. Pourquoi pas un RPA ou un chez-soi chez Monsieur Maurice ou chez Monsieur Soleil? Votre loyer, qui était avant raisonnable et peut-être payé à 2, deviendra une dépense beaucoup plus élevée. Mais si vous êtes pauvre, vous recevrez alors le supplément de revenu garanti du Canada, mais vous dépenserez plus en médicaments. Un Québécois sur 3 qui prend sa retraite en ce moment ira jusqu'à 95 ans. C'est surprenant. Nous avons tous dans notre entourage des personnes nonagénaires qui vivent comme des personnes de 60 ans, mais il y en a 2 sur 3 qui seront sur le déclin physique et cognitif. Si vous faites partie de ce groupe, vous devrez être pris en charge par des structures publiques ou privées qui coûtent une fortune, des fois jusqu'à 10 000 $ par mois. Et ce montant, vous devrez le payer en vendant votre maison ou en grugeant dans l'héritage de vos enfants, pour peu que vous ayez encore de l'héritage et des enfants. De 85 ans à 95 ans, vous êtes au ralenti. Vous sortez moins pour votre plaisir et plus pour des rendez-vous médicaux. Vous aurez besoin d'assistance pour beaucoup de choses et les soins à domicile sont pratiquement inexistants. Vous vivrez peut-être encore chez vous ou en institution et vos coûts en assistance et en frais médicaux augmenteront considérablement. Bien sûr, je sais, vous aimeriez que je vous donne des chiffres comme le font savamment les grands médias. Alors, allons-y simplement. Lors de votre retraite, si vous avez besoin en moyenne de seulement 3 000 $ par mois pour vivre
raisonnablement et confortablement, eh ben vous vivrez 240 mois jusqu'à 85 ans et 360 mois jusqu'à 95 ans. Alors 240 par 3000, ça vous fait 720 000 $ que vous devrez dépenser pendant cette période. Et si vous allez à 95 ans, eh ben ça vous fera 1 080 000 $. Ajoutez à ça à peu près 20% pour l'inflation et vous aurez un chiffre pas trop loin de la réalité. Les régimes publics ou privés vous donneront environ 60% de ce montant et vous devrez donc piger dans vos avoirs pour environ 250 000 $ jusqu'à 85 ans et 442 000 $ jusqu'à 95 ans. Bon, tous ces chiffres ne sont que des indications, ils varient bien sûr en fonction de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous dépensez, si vous êtes malade ou pas, et ils sont propres à chacun. Alors, bonne recette financière, bonne retraite financière, et une chance que Madame Bertrand était riche. Eh bien, voilà qui fait beaucoup réfléchir, Dominique. C'est très instructif, votre présentation des besoins qui évoluent avec l'âge. Ça fait réfléchir, en tout cas. Je pense que je vais aller revoir mon conseiller financier et c'est ce que je suggère à tout le monde de faire, d'être bien sûr de ses moyens puis de calculer 2 fois plutôt qu'une, ça fait pas tard. D'autre part, j'ai reçu dernièrement un communiqué de la Fédération de l'âge d'or du Québec qui se réjouissait de la nomination de la secrétaire d'État, Mme McLean, qui s'occupera des aînés au cabinet fédéral, même si l'organisme aurait préféré qu'un ministre de plein titre hérite de cette responsabilité. Alors, ça m'a amené, ce communiqué, à consulter le site web de la FADOC, un organisme dont on ne parle pas assez à cette émission. Nous devrions, parce que c'est un regroupement vraiment imposant et très actif. Tout d'abord, l'organisme compte 580 000 membres. C'est énorme. Les services principaux, c'est bien sûr différentes activités dans les 801 clubs qui sont fédérés au Québec. Il y en a partout, des clubs de l'âge d'or. De nombreuses informations sur des sujets importants comme la succession ou la planification financière, des représentations auprès du gouvernement, un rôle politique, et des rabais sur différents biens et services, notamment pour des cours d'espagnol. Alors, pour connaître les priorités de l'organisme et discuter de son rôle politique surtout, j'ai fait cette entrevue. Écoutez, moi, je veux savoir tout d'abord une définition globale de l'organisme. Puis après ça, je voudrais parler politique un peu avec vous, les dossiers, l'approche, comment est-ce que vous jouez ça? Notre mission, elle est divisée en 3 segments. Alors, dans un premier temps, nous défendons les droits de nos membres et des personnes aînées du Québec en les représentant auprès des décideurs publics, auprès des élus. C'est important de vous dire que nous sommes apolitiques, hein? C'est évident, on est apartisans, donc on fait très attention. On offre également à nos membres des loisirs, des activités, des événements, et ceci afin qu'ils puissent bouger, rencontrer des gens, socialiser et puis vivre de nouvelles expériences. Ça, c'était le mandat premier de notre organisation. Un autre volet, le 3e volet. Oui. Nous réalisons des partenariats afin de donner des rabais intéressants à nos membres. Et ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on peut devenir membre FADOC à partir de l'âge de 50 ans. Le coût de la carte de membre, il est de 30 $ par année pour 1 an et de 55 $ pour 2 ans. Et pour adhérer à la FADOC, on peut consulter le site web de la FADOC ou encore on peut appeler à l'un de nos 16 bureaux régionaux. Si on passe par le biais du web, c'est fadoc.ca. On peut sélectionner aussi un club dans une région respective ou on peut toujours appeler le club FADOC dans sa région. Bon, avec son poids, sa crédibilité, son ancienneté aussi, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe, la FADOC, quelles sont vos priorités au plan politique?
Ben, au plan politique, écoutez, on est à la défense des droits des aînés, comme je vous ai mentionné tantôt. Alors, notre organisation multiplie les démarches sur tous les fronts, que ce soit pour respecter les droits des personnes aînées du Québec. On dépose des mémoires, on dépose des avis et on participe à des commissions parlementaires, au comité permanent des finances. Donc, je suis souvent sollicitée pour aller témoigner au nom des aînés lors de commissions parlementaires ou encore lorsqu'il y a un dépôt du budget. Je porte également la voix des aînés dans les médias en donnant des entrevues sur divers sujets qui les concernent, que ce soit, je sais pas, le programme canadien le plan dentaire, que ce soit pour les appareils auditifs, que ce soit pour la protection des fonds de pension, la protection des locataires. Alors, on a vu qu'il y a eu des changements avec l'amendement de la loi Françoise David. Donc, vous voyez qu'on est sur bien des fronts à la défense des droits des aînés. Est-ce qu'il y a quels sont les deux, trois principaux dossiers? Le logement, les revenus? Le logement, les revenus, les fonds de pension, quand on pense au supplément de revenus garantis, la protection des fonds de pension. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? L'activité physique, vous savez, on est présent aussi de ce côté-là parce que c'est important que les gens puissent continuer à bouger. Je peux vous dire que aussi, écoutez, la FADOC travaille aussi, puis j'essaie de penser, là, la FADOC travaille également afin que les personnes proches aidantes soient mieux soutenues par les différents programmes du gouvernement. Puis ce qu'on demande, c'est une majoration de l'aide financière et de leur soutien. Donc ça, c'est un élément important parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes proches aidantes. Majoritairement, ce sont des femmes. Ce sont des femmes aussi vieillissantes qui s'occupent de leurs parents vieillissants. Donc, plusieurs d'entre elles, on le sait, ont dû laisser le travail pour s'occuper de leurs proches. Oui, ils se sont appauvris, oui. Ah oui, tout à fait. Et vous savez, il y en a certains qui sont demeurés à la maison pour élever des enfants, puis plus tard, sont retournés sur le marché du travail sur le tard. Donc, un fonds de pension, dans certains cas, elles n'en ont pas. Et d'autres, après avoir élevé leurs enfants, sont allés porter assistance à leurs parents. Donc, on peut voir certaines vivre du supplément de revenu garanti, des régimes publics. Donc, ce n'est pas beaucoup quand on pense à ceci. Alors, voilà la raison d'être de la FADOC, c'est de pouvoir aider ces gens-là, défendre, porter leur voix auprès des gouvernements. Vous rencontrez des députés, vous allez en commission parlementaire, déposer des mémoires et tout ce lobbying que vous pouvez faire. Est-ce qu'on vous écoute des fois? Écoutez, je vais citer la ministre des Aînés qui nous confie que heureusement que vous êtes là. On veut entendre ce que la FADOC a à dire parce qu'on a un poids auprès des gouvernements avec plus de 600 000 membres. Vous savez, on porte la voix de ces personnes-là et c'est le rôle des élus, finalement, de consulter. Alors, ils prennent part c'est-à-dire on prend part aux consultations, ils reçoivent nos mémoires et prennent conscience de nos revendications. C'est très précieux des gens comme vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Ah, les médecins sont de mauvaise humeur. Ils ne veulent pas qu'une partie de leur rémunération soit basée sur leur performance. Dominique, dans les emplois que vous avez occupés lorsque vous étiez sur le marché du travail, on évaluait votre travail et ça ne faisait pas de drame, hein? Eh bien oui, comme beaucoup de gens, comme pratiquement tout le monde dans la société, notre travail est évalué et on est jugé en fonction du rendement et de la qualité des services qu'on donne. Alors, je vais vous faire voir une petite vidéo de Monsieur François Legault, notre Premier ministre. C'est certain que ça va brasser. Le syndicat des médecins a toujours refusé de prendre en charge, de prendre ses responsabilités. Donc, ça va brasser, mais on ne va pas reculer. Alors évidemment, les services donnés par les médecins, c'est ce que veut évaluer le gouvernement pour revoir le système des paiements des médecins. Et revoir ce système, c'est un vieux problème qu'on ressasse depuis 50 ans. Et là, on est dans une guerre là-dessus, une guerre avec les médecins contre le gouvernement. Et au milieu de tout ça, il y a les patients qui patientent et qui patientent.
On est dans une vraie bataille de chiffonniers, une bataille de marchands de tapis, si vous voulez. Dans le coin gauche, qui a été élu par le peuple, le gouvernement. Dans le coin droit, les médecins généralistes qui, en moyenne, en passant, gagnent 428 000 $ par année. Et des spécialistes qui, en moyenne, gagnent 560 000 $ par année. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, ils veulent que leur rendement ne soit pas évalué en fonction, que leur salaire, dis-je, ne soit pas évalué en fonction du rendement, et pourtant, c'est ce que tout le monde fait dans la société. Alors, ils veulent toujours plus d'argent et être moins contrôlés, et c'est ça leur nerf de la guerre. C'est de l'argent qu'ils veulent. Le gouvernement des médecins, dans le temps, Couillard et Barrette, leur ont donné toujours plus, et depuis 15 ans, les médecins ont doublé leur salaire sans doubler leur rendement. Les médecins ont eu beaucoup plus d'argent et beaucoup plus d'avantages que le reste des Québécois. 428 000 $, c'est 10 fois plus que le salaire moyen gagné au Québec. De plus, les médecins ont des privilèges comme celui de pouvoir s'incorporer et de bénéficier de cet avantage que les autres Québécois n'ont pas. Dans mon expérience syndicale, je n'ai jamais vu des individus qui ont travaillé plus quand leur salaire a été augmenté. Ils ont tous travaillé moins et revendiqué plus. Les médecins ne font pas exception. Bien sûr, nous adorons les médecins, nous les aimons quand on peut les rencontrer, bien sûr, lorsqu'ils nous guérissent et lorsqu'ils nous donnent des bons soins. Mais on a tellement de mal à les voir. Et il est sûr que quelqu'un qui gagne 400 000 $ par année sans trop se forcer n'est pas intéressé à travailler plus ou à voir son travail contrôlé. Un futur médecin retraité qui est déjà millionnaire ne veut pas se casser la tête. Il ne veut pas que le gouvernement se mêle de ses affaires. Bientôt la retraite avec des revenus très confortables. Et si le gouvernement l'emmerde, il s'en va. Les médecins sont payés à l'acte, à la pièce, un système de rémunération qui date du 19e siècle, un système de fou. Je te regarde une oreille, 2,99, je te regarde la gorge, 3,50, je te fais dire pour écouter tes poumons, 4,50, et l'urologue en sol pour 39,99 vous met un doigt, voilà. Pour négocier, les médecins se servent du chantage et beaucoup diront que c'est la règle dans toute négociation. Vous perdrez votre médecin de famille si nous n'obtenons pas ce qu'on veut, nous ont dit certains médecins. Encore faut-il en avoir un médecin de famille, évidemment. Alors, moi je pensais que les médecins étaient notre élite de la société, étaient des gens posés et intelligents. Non, ils nous font du chantage. Nos médecins vont partir en masse aux États-Unis. Nous allons bientôt manquer de médecins. Ce sont les organismes et les organisations de médecins qui, depuis 50 ans, freinent les admissions dans les universités pour créer une rareté. Et pourtant, selon les chiffres, nous avons plus de médecins au Québec qu'en Ontario. 130 médecins pour 100 000 habitants au Québec, 120 médecins pour 100 000 en Ontario. Dans la négociation, les médecins sont plus des médecins. Ils sont une force de frappe, prête à tout pour obtenir plus d'argent et plus d'avantages. Ils n'hésitent pas à aller chercher un ancien premier ministre du Québec, qu'ils payent à prix d'or, pour aller chercher encore plus d'argent dans la poche des Québécois, qui en arrachent beaucoup en ce moment et qui n'ont pas de service du tout. Quand on parle de gros sous, même M. Bouchard, grand défenseur du peuple québécois, n'hésite pas à bousculer le gouvernement en place pour obtenir plus d'argent pour ses clients déjà très riches. M. Legault et son gouvernement, d'un autre côté, sont acculés au mur par les mauvais sondages. Terrassés par les échecs comme le SAC, Norfolk, Lion Électrique ou toutes les ballons qui se dégonflent à tous les jours,
Ils n'ont pas de réussite concrète à offrir à la prochaine élection. Alors une bonne guerre, ça réunit les troupes à l'assaut des médecins. Ils sont une cible facile, riche et privilégiée. Ils sont prêts à la bataille. Alors, allons-y, défendons le petit peuple qui n'a pas de médecin et qui dépense une fortune pour se faire soigner au privé. Et c'est le ministre lui-même qui négocie, alors que nous avons une structure qui nous coûte la peau des fesses et qui s'appelle Santé Québec. Et une autre couche qui dépense beaucoup et qui est très inefficace. Et qui est présidée par une femme millionnaire qui doit se faire soigner au privé. Monsieur Dubé est encore trop occupé à nous promettre un médecin pour tous pour septembre 2026. L'intention est très claire depuis le début, c'est que 100% des Québécois soient pris en charge d'ici l'été 2026. J'ai toujours dit que les Québécois n'avaient pas pour leur argent. Juste avant les élections, bien sûr. Alors, ça doit faire 100 fois qu'on nous refait le même gag. Un médecin pour tous avant les élections. Monsieur Legault fait son matador. Ça va brasser, ça va brasser. Et vous savez quoi? Les médecins vont gagner encore la bataille. Ils vont la gagner en douce. Et notre bon gouvernement va nous refiler la facture en douce. Nous, les patients, on va dépenser plus en santé. On va attendre un médecin si nous n'en avons pas. Ouais, et on va retourner camper. Un conflit social. Alors, je vais dire comme Madame Biron, vive le privé. Un conflit social qu'on va suivre de près. On verra si ça finit dans un scénario aussi sombre que vous le dites. Écoutez, les médecins, en gros, là, ce sont des gens très indépendants. Ils n'ont pas de patron. La Régie de l'assurance maladie paye les médecins à l'acte. C'est le médecin qui détermine qu'est-ce qu'il doit faire sur chacun des patients. Et ça, c'est correct, mais il n'y a personne qui contrôle ce qu'ils font. Oh, il y a le Collège des médecins qui, bien sûr, vérifie la compétence des médecins, mais ils n'ont pas directement de patron. Et ce sont eux les patrons dans les hôpitaux, par exemple. Ah ben là, tassez-vous, les docteurs, c'est important. Donc, il y a peut-être un rééquilibrage à faire, mais c'est comme d'autres problèmes sociaux, c'est long à corriger. Alors, parlons maintenant d'un autre sujet. Allons prendre l'air un peu pour nous changer les idées et faisons un peu de vélo. Alors, on a déjà parlé de cette période difficile, n'est-ce pas, pour les aînés, lorsque vient le temps d'arrêter de conduire une automobile. Au Japon, beaucoup d'aînés rendent volontairement leur permis, mais conservent leur autonomie en utilisant un vélo. Une étude universitaire a découvert que ceux et celles qui se sont mis à pédaler possèdent un niveau plus élevé d'interaction sociale et d'activité physique. On constate aussi, chez ces cyclistes de l'âge d'or, il y a moins de pertes d'autonomie et moins de décès. C'est sérieux, c'est vraiment un gain très appréciable. On devrait y penser. Évidemment, le climat d'ici n'a pas la douceur de celui du Japon, on en convient, mais entre deux hivers, quand même, on pourrait peut-être pédaler un peu plus. J'ai contacté l'organisme Vélo Québec qui m'a indiqué qu'il n'y avait pas proprement des clubs de vélo pour les cyclistes du troisième âge. On m'a dit qu'il y avait bien quelques seniors qui pédalaient dans des régions. Au fameux Tour de l'île de Montréal, il y a plusieurs têtes blanches qui font le parcours avec la foule de cyclistes. Mais pour mousser cette activité chez les aînés, peut-être que ça aiderait de former des clubs ou d'organiser une grande randonnée pour les 60 ans et plus. Alors, c'est juste une idée comme ça et c'est à suivre. Dominique, dans votre cas, un tricycle, est-ce que ça vous conviendrait pour aller faire votre épicerie? Ah ben, pourquoi pas, Alain, pour aller chez Costco, ça me prendrait une grande remorque, par exemple. Ah oui, chez Costco, oui, les formats étant ce qu'ils sont, oui. Mais enfin, ce serait bon pour les mollets. Très, très bon pour les mollets. D'autre part, écoutez, la vie, elle peut parfois nous surprendre.
Alors, c'est la pensée de la semaine avec Dominique. Eh bien oui, Alain et tous nos spectateurs aussi, nous sommes des aînés et nous sommes des vieux. Et alors, dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Ouais, on va la méditer, celle-là. Merci, Dominique. Merci, cher public. Faites connaître notre émission autour de vous, distribuez-la par Internet, et ainsi de suite. Et à la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et surtout, n'oubliez pas, profitez de la vie.